C'est à toi. Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce webinaire organisé conjointement par l'ANDRH, l'ARCEG et Sinov Ergonomie avec la participation de Cardam et CSF Avocat. Vous avez vu le titre il y a quelques instants de ce webinaire, l'espace de travail, un outil managérial. Alors vous le savez, depuis le premier confinement il y a un peu plus de 2 ans, il a fallu s'adapter rapidement, efficacement au travail hybride. Il n'y a plus un lieu de travail, mais des espaces de travail au bureau, à la maison, des espaces qui doivent garantir la performance individuelle et collective. Oui, mais comment? Comment gérer efficacement la flexibilité? Comment faire du travail hybride une opportunité? Comment l'encadrer? Comment le légiférer? Comment repenser de façon pertinente l'utilisation des mètres carrés? Bref, comment l'espace de travail peut et doit devenir un outil d'attractivité, un terrain d'innovation pour les managers. Ça fait beaucoup de questions. Et pour répondre à ces questions avec des exemples concrets et donc vous donner des idées, des solutions, vous offrir une sorte de guide des bonnes pratiques, nos 5 intervenants avec nous sont aujourd'hui ravis d'être là, bien sûr, et je vous les présente. Il s'agit d'Audrey Richard, présidente de l'ANDRH, Latifa Akou, présidente de l'ARCEG, Léonard Querel, président de Sinov Ergonomie, Nicolas Cochard, qui est responsable recherche et développement chez Cardam, et enfin Philippe Falconnier, avocat associé de CSF Avocat. Bonjour à tous les 5. Alors, je n'ai pas encore activé vos micros, mais vous pouvez nous faire un petit coucou pour me confirmer que vous êtes bien en place et que voilà, vous êtes prêts à intervenir. Merci de votre présence à tous les 5 et merci à vous d'être là. Alors, avant de vous donner la parole, je rappelle que comme pour tout webinaire qui se respecte, bien sûr, celui-ci est interactif et que vous allez pouvoir poser toutes vos questions dans l'onglet chat sur le côté, sur la droite de l'interface. Nos intervenants y répondront à la fin de ce direct. Donc, n'hésitez pas tout au long de ce webinaire à poser vos questions. Je vais débuter avec Nicolas Cochard, à qui je vais donner la parole tout de suite. Nicolas qui va commenter des études, la synthèse de 3 études, notamment Mon bureau post-confinement réalisé par l'ESSEC, et puis celle de votre étude sur l'impact de la crise sanitaire sur les environnements de travail en province et en Île-de-France. Nicolas, je bascule sur les premières slides de vos études et on écoute vos commentaires. Merci, bonjour à tous. Alors, on va passer en revue effectivement quelques études qui ont été soit en partenariat avec Cardam dans la chaire Workplace Management, soit réalisées par Cardam en effet. Alors, on va essayer de dresser pas liste de chiffres interminables, mais quelques chiffres pour mettre un petit peu en problématique tout ce qu'on va vous raconter aujourd'hui sur la dimension espace et management. Alors, sur cette première étude, en fait, qui est Mon bureau post-confinement, qui s'est déclinée en trois mouvements. Il y a eu en réalité 3 enquêtes Mon bureau post-confinement. Donc, celle-ci est la première. Et en fait, on voulait savoir dans cette étude quelles étaient les attentes concrètes des salariés une fois que la crise serait passée. Et ce qui est intéressant en réalité, c'est de voir que près de la moitié des salariés interrogés considèrent que l'espace de travail ne correspond plus exactement à leurs besoins. Alors on s'est un petit peu creusé la tête pour savoir quels étaient ces besoins et on s'est aperçu qu'ils étaient en fait de deux catégories. La première, ce sont les besoins matériels, je dirais. En quoi mon espace peut-il constituer une ressource fonctionnelle pour que je puisse travailler? Mais on s'est aperçu qu'il y avait également une dimension assez psychologique. En quoi mon espace de travail peut-il me permettre de donner du sens à mon identité de travailleur? Et là, on s'est aperçu, c'est ce que vous voyez sur cette slide, qu'il y a des variations d'attente en fonction du type de bureau dans lequel se trouvent les salariés. Alors, vous voyez, Flex Office à 59%, on pense que ça ne correspond plus à ses besoins. Mais quand même, 17% des gens interrogés en bureau individuel considéraient que c'est un mode d'aménagement qui ne correspond plus non plus aux besoins. Alors, tout le casse-tête, évidemment, de la transformation, c'est d'essayer de placer le curseur pour faire de l'espace une vraie ressource.
Quand on questionne sur le partage des postes de travail, eh bien, on s'aperçoit que, vous voyez, hein, ce gros chiffre, 71% des répondants. Alors, on est en temps de crise, hein, en temps de crise sanitaire. Donc, le chiffre doit être un petit peu pris avec précaution parce que pendant la crise sanitaire, quand on disait on va partager le même poste et toucher le même matériel, on avait tendance à considérer que c'était un petit peu dangereux. Hein. Donc, il y avait un peu la valeur sanitaire qui entrait en ligne de compte. Toujours est-il qu'on voit tout de même que les gens sont assez peu enclin au partage. Et ça, c'est une vraie problématique qui va nous concerner aujourd'hui. Euh, je partage mon poste dans une économie du partage de manière générale. OK, j'ai bien identifié la perte que j'allais avoir, mais j'ai mal identifié les gains. Et ce que vous voyez en dessous de cette slide, eh bien, ce sont justement les contreparties auxquelles les salariés sont prêts avec la question du partage de travail. Et là, on voit du partage du poste, pardon. Et là, on voit des enjeux managériaux très clairs. Flexibilité des horaires, autonomie. Et donc là, voilà des éléments sur lesquels on va s'appuyer qui nous montrent que quand on parle de partage des postes, l'équation gain versus perte doit se faire avec des contreparties qui sont partiellement du ressort managérial. Les deux enquêtes suivantes, donc mon bureau post-confinement 2 et 3, le 3 étant sorti au début de l'année 2022. Donc vous voyez, il y a une approche longitudinale de ces trois études, mon bureau post-confinement. On voit en fait qu'il y a encore 40% des salariés qui sont, si ils avaient à faire un choix préférentiel, plutôt enclins à travailler dans un bureau individuel. C'est tout à fait logique. Le moindre psychologue de l'environnement avec lequel vous pourriez échanger vous dirait si j'ai le choix et si on me demande entre une maison avec ou sans vis-à-vis, je vais toujours choisir celle sans vis-à-vis. Hein. Donc si vous me demandez bureau individuel contre bureau partagé, naturellement, instinctivement, je vais plutôt choisir le bureau individuel, ce qui ne veut pas dire que je rejette les autres d'ailleurs. Mais sur cette slide, on voit bien que le bureau idéal, et c'est le mot idéal qui doit être retenu, ça reste le bureau fermé, mais c'est quelque chose qui est vraiment un ressort psychologique tout à fait invariant. Le contraire serait presque étonnant. N'empêche que ce n'est que 40%. Et ça veut donc dire que pour 60% des gens interrogés, il y a peut-être d'autres formes d'aménagement et un autre paradigme en matière d'espace de travail sur lesquels on peut s'appuyer. Donc voilà pour les trois études de mon bureau post-confinement qui ont été réalisées avec la chaire Workplace Management. Pour l'étude suivante qui a été réalisée par Cardam, rendue à l'automne 2020, donc je donne un petit peu la date pour qu'on se dise aussi que ces résultats datent déjà d'il y a 1 an et demi, mais on s'aperçoit un petit peu du casse-tête que représente la question du télétravail, parce qu'on a fait tout un tas de variables qui nous ont montré qu'il y avait des petites différences hommes-femmes, comme vous pouvez le constater. On a des variables qui nous montrent aussi qu'il y a des différences franciliens régionaux. Et donc, la complexité à laquelle on doit faire face aujourd'hui, c'est de dire il faut absolument traiter la question de l'espace. Alors, en lien avec le management, on va le voir, mais avec une approche très contextuelle. Une organisation ne fait pas l'autre, une culture ne fait pas l'autre, une implantation géographique ne fait pas l'autre. Et même à l'intérieur des organisations, il y a aussi des variables à prendre en compte. Alors le casse-tête, il est énorme, n'empêche que on arrive justement, et c'est pour ça qu'on voulait vous présenter ces chiffres, sur des problématiques qui sont, ah oui, mais moi, manager, on me dit que on va travailler sur site, hors site, le lieu de travail éclate et il devient multispatial. Comment je gère au quotidien toutes ces variables à prendre en compte? Parce qu'il se trouve que je suis au milieu de tout ça. Et donc, regardez sur quoi on termine ces quelques slides chiffrés. Les entreprises doivent réinventer la vie de bureau, et l'expression vie de bureau, elle est vraiment prise à dessein. On sait que la plupart des salariés vont vouloir pérenniser le télétravail, c'est acté. Mais en même temps, vous voyez que les gens nous ont indiqué dès la fin de l'année 2020 qu'il y avait un problème de sociabilité. On a hâte de retrouver ses collègues. Il y a un problème qu'on va peut-être évoquer aussi longuement, c'est la transversalité qui s'est
effondré en quelque sorte depuis 2 ans. Or, ça fait des années qu'on promeut la transversalité comme source de performance dans les organisations, donc problème. Et soyons optimistes pour terminer cette petite introduction chiffrée. Regardez, les 3500 personnes que l'on a interrogées nous disent que le soutien managérial a été une réalité forte pendant la crise sanitaire, avec toutefois, pour 2 tiers des répondants, la volonté que le management devienne encore plus humain qu'il ne l'était auparavant. Et donc, on se questionne comment la présence sur site en contexte hybride peut-elle enrichir l'expérience managériale au sens large. Voilà. Merci Nicolas pour cette introduction et ces premiers chiffres. Ça nous permet d'avoir ce postulat de départ qui va, je n'en doute pas, amener pas mal de réactions. Je vais commencer avec vous, Audrey Richard. Ces premiers chiffres, ces premières données vous inspirent, je l'imagine, des réactions, vous, du côté des RH, justement. Oui, bonjour à toutes et bonjour à tous et merci Miguel de me donner la parole. Alors Nicolas, ce que vous présentez est vraiment très très intéressant et ce qu'on voit, ce qui ressort vraiment sur tous les slides, c'est flexibilité. Je vais en parler et ce qui ressort, c'est management et on va en parler, il me semble, dans un second temps. Mais si on parle de flexibilité, alors nous, du côté de la NDRH et bienvenue à tous les membres qui sont en ligne. Et j'en profite aussi pour les remercier parce que à chaque fois, on travaille sur on réalise quelques études pour justement prendre le pouls et regarder réellement ce qui se passe sur le terrain. Et c'est grâce à ces études ensuite qu'on peut construire derrière les partis pris, les positions de la NDRH. Donc vraiment un grand merci, il faut vraiment continuer. Et ce qui ressort, et ça va tout à fait dans le sens, sur ce qui se passe dans nos entreprises, c'est une normalisation du télétravail et donc forcément avec un impact sur le site. Et donc, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est cette normalisation du télétravail. Et d'ailleurs, on parle maintenant de travail hybride. Et cette normalisation, elle se fait sur 2 jours de télétravail. Et ce qu'on se dit, c'est que le tout télétravail, le full télétravail reste une exception. C'est quelque chose qu'on ne souhaite pas, qu'on ne veut pas parce qu'avec des conséquences importantes. Et c'est bien ce qui a été confirmé dans toutes les enquêtes et dans toutes les remontées qu'on a. Donc, on reste sur du travail à la maison sur 2 jours. Et ce qu'on voit au fur et à mesure du temps, et les DRH, c'est réellement ce qu'ils disent, c'est qu'au fur et à mesure du temps, un plus grand nombre de métiers, de populations s'ouvrent au télétravail, des métiers qu'on ne soupçonnait pas. Donc, petit à petit, dans le temps, on ouvre davantage sur des professions, sur des lieux. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important. Après, dans la réalité, quand on regarde le nombre d'accords signés, depuis le 1er janvier 2020, on a encore 5800 accords signés sur ce télétravail. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que les DRH, puisque ça, c'est ce qu'ils disaient depuis quand même, c'est ce qu'on disait depuis un moment, ne se sont pas trompés. Et donc, il faut construire maintenant nos politiques, nos accords sur ça, sur ce constat-là. Et après, je donne quelques exemples parce que si on switch sur le lieu de travail, donc évidemment avec une conséquence importante, pendant ces 2 années, on a vu pas mal d'entreprises fermer des sites ou réduire des sites géographiques. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est plutôt une stabilisation, mais surtout une adaptation de nos lieux de travail. Et je vais donner quelques exemples. Les DRH, entre eux, échangent de bonnes pratiques et on le fait à la NDRH, ça. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est un souhait de nos salariés et de nos candidats sur ce qu'on appelle des perks, et des aménagements dans les entreprises. Ça peut être, par exemple, de la livraison de courses carrément dans la voiture. Ça peut être la livraison de médicaments sur site. Ça peut être nos salariés, ils veulent davantage de conseils sur la nutrition, sur l'épargne, sur la retraite. Et donc, ça veut dire qu'il faut aussi penser le site de travail pour qu'on ait ces moments-là qui s'organisent
dans la journée de travail, peut-être le midi. Voilà, ça, ce sont des choses à inventer. Et donc, quand on regarde finalement l'impact sur est-ce qu'on veut un bureau seul, etc., tout l'enjeu, on le sait, hein, c'est bien le collectif. Et là, j'amène juste quelques exemples de choses qui remontent à travers les DRH sur les salariés et les candidats ont des attentes différentes pour organiser le travail d'une part, oui, mais le collectif de façon large. Voilà, je laisse la parole aux autres, on reprendra. Mais par contre, sur le management, il y a beaucoup de choses à dire. On va en reparler, Audrey, effectivement, mais Ouais. vous évoquiez les lieux de travail. La transition est toute trouvée vers l'ATIFA. La flexibilité implique donc on va dire une reconceptualisation, je ne sais pas comment dire, de repenser les lieux de travail, l'ATIFA, et ça concerne aussi au premier chef forcément les environnements de travail. Réaction Latifa, bonjour, sur ce qui a été dit et sur les premiers chiffres que nous avons vus. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Et puis, je salue les adhérents de l'ARSEG, Association de l'environnement de travail, et puis tous ceux qui participent à ce webinaire, et notamment l'ANDRH, le CINOV, et puis aussi le cabinet d'avocats de Philippe Falconnier, et puis l'équipe Cardam. Alors, pour répondre à la question, alors déjà, les chiffres sont très, très intéressants. Oui, nous sommes en période de transformation dans nos entreprises. Et Nicolas a bien précisé qu'il faut bien de bien contextualiser. Nous n'avons pas les mêmes problématiques dans toutes les régions. Nous n'avons pas les mêmes problématiques dans toutes les entreprises en fonction des tailles. Et ça, c'est important de l'intégrer. Toutefois, on constate quand même que nous vivons tous une transformation qui était déjà en cours avant la pandémie, qui s'est accélérée avec cette période de pandémie dans laquelle nous sommes encore, nous sommes, j'espère, au bout. En tout cas, ce qu'on voit au travers de ces chiffres, c'est comment est perçu psychologiquement l'espace de travail, et on voit qu'il y a une perception qui est un petit peu aussi en décalage par rapport à la réflexion que portent les entreprises. Et là, je vais parler de façon globale, mais aussi pour ce qu'on voit aussi dans les grandes métropoles et dans les entreprises de moyenne et grande taille, c'est qu'on est dans une réflexion de réduction d'espace de 20 à 40%. Et on se rend compte qu'on est encore, quand on fait ce type d'enquête, qu'on parle encore de bureaux individuels. Or, la réflexion, c'est de dire, en ayant des accords de 2 à 3 jours de télétravail, nous sommes amenés à repenser le bureau, mais plutôt en collectif, plutôt en ouverture. Donc, on quitte les bureaux individuels. Alors, on quitte les bureaux individuels aussi parce qu'on essaye d'optimiser les surfaces, et on essaye aussi de l'adapter par rapport à une nouvelle façon de fonctionner. On voit aussi que les attentes entre les hommes et les femmes est clairement bien définie. Il y a quelques années, il y a 10 ans, on parlait à l'ARSEG, au club immobilier, est-ce qu'il y avait un bureau spécifique par sexe? Alors, on n'osait pas le dire à l'époque, mais on voit très très bien que les attentes des femmes n'est pas la même que celle des hommes. C'est très intéressant en regardant cette étude. Et je suis absolument d'accord qu'il faut réinventer la vie de bureau, comme l'a souligné Nicolas, parce que tout simplement le réinventer, mais on ne le réinvente pas seul. C'est un projet d'entreprise, et ce projet d'entreprise doit être co-construit avec les salariés pour qu'il soit justement le projet des collaborateurs. Je continuerai après, je laisse aussi la parole aux autres participants. Mais non, mais c'est très bien, parce que vous faites toutes les transitions, donc c'est parfait. Réinventer la vie au bureau, je vais justement pouvoir interpeller Léonard Querelle de CINOV Ergonomie sur cette question, et en réaction aux chiffres qui ont été présentés par Nicolas. Bonjour Léonard. Bonjour à toutes et à tous. Donc du coup, je vais saisir en fait le dernier mot de Latifa, puisqu'elle parlait de co-construire, et forcément ça résonne, ça se déplie dans plein de dimensions. Et je vais accrocher sur les chiffres un point d'ancrage tout bête, c'est que il est indiqué dans mon bureau post-confinement que 71%
des salariés au sujet du partage des postes de travail répondent qu'ils ne sont pas favorables au partage d'un même poste de travail par plusieurs salariés. Alors c'est très drôle parce que si on fait en fait le comparatif avec le monde industriel, dans le monde industriel, quand vous êtes sur une ligne de production, eh bien vous y êtes le matin et puis l'après-midi quelqu'un prendra votre poste et ainsi de suite. Donc ça veut bien dire que la question du travail et la manière dont elle se joue dans le tertiaire est forcément différente et spécifique. Un point théorique, le poste de travail, c'est quelque chose qui relève de l'intime. On est tous bien placés pour le savoir. Peut-être que même certains d'entre vous sont aujourd'hui face à leur écran et peut-être qu'en bas à droite ou en bas à gauche, il y a la photo du petit dernier ou la photo de famille ou en tout cas des éléments qui permettent de faire en sorte que ce soit bien votre poste de travail et rien d'autre. Projetez-vous aussi dans une expérience de 30 secondes. Vous partez en réunion, vous revenez après 2 heures de réunion et puis vous trouvez quelqu'un installé à votre poste que vous ne connaissez pas. Je serais curieux de connaître la première émotion qui vous vient. Et on voit bien que cette question de l'intime, en fait, elle est présente, qu'on le veuille ou non. Alors, dans le contexte actuel, on sort du télétravail et je vais juste faire un pont avec ça et puis la perspective du coup dans laquelle on est aujourd'hui. Le télétravail a bien montré que le travail à distance pouvait être productif. On l'a bien vu. Et un des chiffres qui est extrêmement intéressant, qui a été relevé, c'est le fait que la population la plus jeune des salariés est très certainement celle qui a le plus d'enclin à aller vers le flex office ou vers les open space, en tout cas les espaces partagés. Finalement, quand on se pose la question de pourquoi, alors ce n'est qu'une hypothèse, bien entendu, mais on peut imaginer que quand on arrive dans une organisation, le besoin de soutien, le besoin de construire le tissu social, finalement, au sein de l'entreprise, met en perspective cette question de performance individuelle et de performance collective. Pour des gens qui ont une expérience extrêmement ancrée dans l'entreprise, quand on a plus de 20 ans d'expérience dans une boîte, forcément, la question du lien social, elle est là, elle est actée. On a le numéro de portable, même potentiellement personnel de certains collègues, et avec un SMS, on peut arriver à débugger une situation extrêmement rapidement parce que justement, une organisation du point de vue de l'ergonomie, et c'est là où je terminerai juste cette première participation, c'est que l'organisation, c'est à la fois une structure, donc on va avoir des rôles bien répartis, des fonctions bien identifiées, mais c'est aussi toute une dimension d'interaction. Et ces interactions, elles dépassent très largement la structure. L'exemple que je prends souvent, c'est vous prenez un qualiticien qui a passé 15 ans dans le service qualité, qui est muté aux achats. 3-6 mois plus tard, il recevra encore des appels de collègues pour débugger des choses qui relèvent des questions de qualité. Tout simplement parce que forcément, l'expérience qu'on a, et quand elle est partagée collectivement, elle est une ressource pour la performance collective. On va continuer à parler de cette performance collective, de cette performance individuelle aussi au sein de l'entreprise avec vos idées, vos solutions, le management, comment doit-il s'adapter à cette flexibilité. Mais juste avant, j'aimerais quand même donner la parole à Philippe Falconier de CSF Avocat pour évoquer justement cette notion de télétravail. Philippe, bonjour et bienvenue. Vous l'avez dit quand on a préparé ce webinaire, Philippe, le code du travail n'a pas été écrit en incluant cette idée même de télétravail et ça pose, dès le départ, une vraie problématique. Oui, tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. En effet, le code du travail a intégré les dispositions sur le télétravail. Alors, ça vient d'abord d'accords européens de 2002 qui ont posé un certain nombre de bases et notamment que le télétravail devait être volontaire. Je fais une toute petite parenthèse. On voit qu'avec la crise sanitaire, cette notion de volontarisme, que ce soit volontaire, a été un peu mis de côté puisque on peut aujourd'hui imposer du télétravail. Ça a ensuite été codifié dans le code du travail, mais on regarde, on a les articles 1222-9 et jusqu'à 1222-11. Donc on a 3 articles sur le code du travail. C'est pas énorme. J'ai envie de dire, nous, on est des fois contents quand on n'en a pas trop. Hein, ça nous permet d'avoir plus de liberté. Et il y a un élément que l'on peut regarder sur cet article du Code du travail et qui est manquant, c'est qu'il n'y a aucune obligation de négocier lorsqu'on met des accords sur la prévention des risques professionnels. C'est-à-dire que quand le télétravail peut être mis en place soit par accord d'entreprise, soit par convention collective, soit directement par l'employeur, par une charte, mais
on nous liste un certain nombre d'éléments. Il faut prévoir le volontarisme, le contrôle du temps de travail, il faut prévoir la réversibilité, mais à aucun moment donné, on doit mettre en place ou négocier la question des risques professionnels. Concrètement, et ce point-là, ça veut dire quoi concrètement pour l'entreprise et pour l'employé? Ça veut dire simplement que le salarié en télétravail va être un peu moins protégé, en tout cas c'est mon opinion, que le salarié dans l'entreprise. On voit avec les chiffres, on est passé de 4% de télétravail en 2019 à 27% de télétravail en 2021. Ça veut dire qu'il y a donc une augmentation de personnes là-dessus. Quand on regarde un peu les accords d'entreprise qui ont été signés et étudiés sur 2926 accords d'entreprise qui ont été signés sur la dernière année, on en a par exemple que 13% qui vont prévoir d'investir auprès des salariés sur des questions d'ergonomie, c'est-à-dire sur du matériel de travail, sur un fauteuil, sur un bureau adapté. Alors, tout le monde l'a vu, au confinement, on travaillait sur une table de cuisine, sur une table basse, sur un plan de travail. Ça, c'est bien quand c'est du temporaire. Quand on a des salariés qui vont être longtemps en télétravail, chez eux ou dans un autre lieu, ils ne vont pas bénéficier des mêmes équipements de travail qu'ils auront dans leur bureau. Ce qui fait que ça va générer une augmentation des risques professionnels dans l'entreprise, des problèmes de maladies professionnelles, des problèmes de santé particuliers. On a en place dans toutes les entreprises, le document unique d'évaluation des risques professionnels qui vient constater un certain nombre de risques au sein de l'entreprise. Les salariés en télétravail sont pratiquement absents de ce document. Sur les 2900 accords qui ont été étudiés, simplement 2 accords avaient intégré la notion de télétravail dedans. Alors, c'est une notion qui est importante. Je ne veux pas faire l'oiseau de mauvais augure sur le télétravail qui apporte beaucoup de sérénité à beaucoup de personnes, mais on se rend compte que ça va être un élément important aujourd'hui sur la santé des salariés. On se rend compte aujourd'hui, et à titre d'exemple, depuis le début de l'année, j'ai eu, 6 dossiers où des salariés viennent attaquer leur employeur en faute inexcusable. C'est-à-dire, dans quel cas, par exemple? Dans le cadre d'un salarié qui est inapte, qui a eu un problème de santé et qui vient demander au tribunal judiciaire de faire constater une faute inexcusable de l'employeur, c'est-à-dire de dire que l'employeur avait connaissance du risque mais n'a rien fait pour y remédier et vient réclamer des indemnités complémentaires. J'en ai parlé avec des confrères qui me disent pareil en disant depuis le début de l'année, on voit une augmentation de ces demandes pour des salariés qui viennent. Donc, ça veut dire que les salariés en télétravail, aujourd'hui, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, s'ils ont des difficultés liées à l'isolement du poste de travail, l'ergonomie du poste de travail, la pression du poste de travail, pourraient avoir ces envies également de venir attaquer un employeur. Donc, on a une problématique, à mon sens, qui n'est peut-être pas encore tout à fait mise en avant et réellement étudiée sur ces risques professionnels et l'obligation de prévention de l'employeur des risques professionnels. Merci Philippe Falconier. Je me tourne vers Audrey Richard. Juste avant de vous donner la parole, Audrey, je vous précise, vous qui nous regardez, que vous pouvez poser vos questions. Hein. Faites-le, n'hésitez surtout pas dans l'onglet chat. Je vois que Patrice vient à l'instant de poser une question concernant la relation entre le travail hybride et la qualité de vie au travail. On répondra à cette question. L'un de nos 5 intervenants le fera avec plaisir dans les minutes qui viennent. Mais juste avant, je le disais, j'aimerais donner la parole à Audrey. Ce qu'évoquait Maître Falconier, vous devez commencer à y être confronté. Comment vous gérez ça, vous, du côté des entreprises, des RH, des managers? Oui, alors justement, aujourd'hui, on le gère à travers les accords d'entreprise qui sont négociés avec nos partenaires sociaux. Et ça se passe, il y a eu tellement d'accords signés parce que, en effet, qui connaît mieux la situation locale de nos entreprises, ce sont nos partenaires sociaux au niveau local et nous-mêmes. C'est pour ça qu'il y a autant d'accords signés. Maintenant, ce qu'on considère aujourd'hui devoir être réinterrogé, c'est bien ça en termes de législation. Et en se disant aujourd'hui, la responsabilité de la santé physique, la santé mentale, elle ne porte que sur l'entreprise. Et très bien dans le contexte d'avant, sauf que, étant donné
toute cette transformation et cette évolution, cette transfo sur le monde du travail, sur le travail, on considère que la législation doit évoluer. Et ce qu'on est en train de porter au niveau de la NDRH, c'est la notion de responsabilité partagée pour justement travailler sur cette responsabilité entre l'employeur et le salarié sur des sujets de déconnexion, de temps de travail. Aujourd'hui, en télétravail, si on a envie de travailler de telle heure à telle heure, je veux dire, on peut, quoi. Donc voilà, nous, on est en train de travailler sur cette notion de responsabilité partagée. Et c'est vraiment un parti pris fort de la communauté des DRH. Ouais. Donc, on va se dévoiler un peu plus dans les prochaines semaines et prochains mois là-dessus, et on va y aller ensemble, en fait, en collectif. Très bien. Après, ça interroge vraiment, si je peux poursuivre sur le management aussi. Est-ce que vraiment, je pense que c'est important qu'on aille sur ça. Donc, on l'a vu, hein, je reprends ce qui a été montré dès le départ avec Nicolas. On parle de flexibilité, mais on parle de management qui a totalement changé. Donc, on l'a beaucoup dit. Oui, le management, les gens n'ont pas eu leur manager en proximité pendant 2 ans, et donc on revient dans nos entreprises, évidemment qu'on n'a plus les mêmes attentes, que ce soit les salariés ou les candidats. Et ça veut dire que la fonction de management, elle doit évoluer. Donc nous, RH, on doit la faire évoluer, ou en tout cas, on doit aider dans cette évolution pour faire évoluer sur l'autonomie, sur la confiance, sur la culture du feedback, etc. Donc, les formations, elles ont eu lieu dans beaucoup d'entreprises pendant ces 2 dernières années, mais il faut vraiment les poursuivre. Et c'est vrai que la facilité aujourd'hui, c'est de proposer des modules de formation en digital, mais ça ne va pas suffire, en fait, vraiment pour cranter et raisonner différemment. Donc, on a un gros travail. Et là, c'est pareil, ça n'existe pas. Donc, en fait, il faut inventer et faire évoluer tout ça. Et ça, on va le faire juste ensemble. Donc, il y a ça que je voulais souligner. Et il y a aussi surtout ce qui se passe, qu'on constate, nous, et ça se passe sur tous les territoires, c'est que finalement, les jeunes générations ne veulent plus faire de management. Parce que voilà, on considère que c'est devenu trop complexe. Et alors, nous, ça remet vraiment en cause nos plans de talent review, plans de succession, etc., qu'on avait prévus on avait envisagé des gens sur des postes de management. Mais en fait, ils nous disent, bah non, en fait, juste moi, ça m'intéresse plus, là, c'est trop compliqué. Et donc, la fonction RH se prend ça. Donc, elle doit aussi retravailler ses plans par rapport à ce qu'on avait prévu. Et donc, vraiment, on est sur du management de conviction plutôt que sur du management de hiérarchie comme on l'envisageait avant. Et donc, nos plans d'évolution, de formation, mais ça vient interroger aussi tous nos schémas de RH. Hein, finalement, qu'est-ce qu'on recrute ? On recrute de quelle façon et sur quelles compétences, donc elles sont différentes par rapport à avant. Comment on évalue nos managers, globalement nos salariés, mais aussi principalement nos managers, comment surtout on les forme. Donc, on a beaucoup de travail. Alors, c'est juste super hein, parce que on est dans cette transfo, cette révolution, et on est là aujourd'hui, nous, on peut agir. Donc, c'est super passionnant. Mais vraiment, c'est une histoire de collectif. Hein. Latifa, c'était Latifa, hein, tu parlais de on le fait ensemble avec nos salariés, nos partenaires sociaux. Bah, clairement, c'est sûr. C'est une histoire de collectif et c'est juste ça qui est passionnant aussi. Latifa ? Absolument, je suis entièrement d'accord avec Audrey. Et le management, on l'a vu, il y en a beaucoup qui ont jeté l'éponge il y a quelques temps et ne pas vouloir parce que ça a été très compliqué. C'est une véritable courroie de transmission dans les entreprises. Et ça a été une double courroie de transmission pendant les périodes de confinement. Donc, ça demande aussi un rôle de manager d'être un peu plus formé, qui a évolué, qui demande un peu plus. On demande plus maintenant à un manager d'être un coach,
d'être même un mentor, un peu moins dans la relation hiérarchique que vient de souligner Audrey. Donc, ça demande d'avoir je dirais, un management plus engageant, plus confiant, et puis plus responsabilisant. Et c'est ce qu'attendent aussi les nouvelles générations, mais aussi les générations actuelles et autres, enfin, plus anciennes. En tout cas, pour aider les DRH qui ont un rôle très important dans cette transformation de l'entreprise, nous, directeurs de l'environnement de travail, on y apporte main forte parce que justement, pour que l'espace de travail soit, je dirais, un espace pour attirer, pour séduire les collaborateurs, pour qu'on puisse les fidéliser, mais aussi attirer les nouveaux candidats, il faut que nos espaces de travail aussi larges, parce que l'espace de travail, ce n'est pas simplement le bureau, mais aussi on parle de tiers-lieux, de coworking, le télétravail, le domicile, tout ce qui nous entoure. Et donc nous, notre rôle a été, autant le rôle de DRH a été renforcé ces derniers temps, nous, notre rôle de directeur de l'environnement de travail a été légitimé, parce que nous devons transformer ces espaces de travail à l'image de la transformation de nos entreprises, et nous nous impliquons dans cette stratégie de transformation. Donc clairement, et pour répondre à Patrice, que je salue sur sa question, quelle est la relation entre le travail hybride et la qualité de vie au travail, nous avons tout un travail sur les services, notamment. C'est comment on attire les collaborateurs à rentrer dans telle ou telle entreprise. Aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on offre. Qu'est-ce qu'on offre ? Rémunération. Donc, c'est des services. Donc, les 5 services qui sont demandés au travers des enquêtes, et notamment l'enquête Jones JLL qui date de fin 2021, c'est une très bonne restauration. C'est tous les services autour du bien-être, la santé, qui devient un élément primordial dans nos entreprises, les espaces de sport, même si nous n'avons pas d'espace pour créer une salle de sport, mais d'avoir un coach, et puis la culture. Je viens aussi en entreprise, je reviens au bureau, mais aussi, je peux aussi suivre des sujets qui ne sont pas forcément dans le cœur de métier de mon entreprise, qui sont autour de la culture. Il faut aussi que ce soit l'entreprise un lieu culturel. Et tous ces services, c'est pour ça qu'on parle de plus en plus dans l'environnement de travail d'immeubles serviciels, d'espaces de travail serviciels. On optimise les surfaces, mais on donne plus de place aux services. Et on a beaucoup de candidats aujourd'hui que nous recrutons et qui demandent de venir voir les locaux. Ils veulent déjà avoir des entretiens physiques, et c'est ce que nous faisons de plus en plus parce que la pandémie ne nous l'a pas permis pendant quelques temps, et qui ont besoin de sentir les locaux, de sentir les espaces, de voir quels sont les services qui leur sont proposés pour aussi venir travailler dans l'entreprise. Oui, sur le chat d'ailleurs, Latifa, il y a Véronique aussi qui évoque cette question de la gestion des espaces dans le contexte du travail hybride. Comment on articule tout ça? C'est la vraie difficulté. J'ai entendu tout à l'heure en début de webinaire le mot casse-tête qu'évoquait Nicolas. On est dans cette logique-là. Latifa, c'est pas simple. Hein. Audrey parlait de 2 jours, mais la réalité de certains n'est pas la réalité de tout le monde, quoi. Non, absolument. Et puis aujourd'hui, aujourd'hui, les outils technologiques, la digitalisation, nous aident aussi à gérer ce côté hybride. C'est qui est là tel jour, qui n'est pas là, quels sont les postes à réserver, si on doit réserver des postes, si on est en flex office, tout le monde ne l'est pas. Et ça a été souligné au travers de l'étude et par Nicolas. Tout ça nous demande aussi de transformer nos outils technologiques, digitaux, mais tout ça, bien évidemment, en mettant au cœur l'humain et puis le collectif, parce que c'est ça qui est le plus important. Alors justement, Léonard, on parle d'ergonomie qui est forcément au cœur de tout ça. Comment mettre l'humain au centre de cette problématique, Léonard Querelle de Sinov Ergonomie?
Alors, je pense que le meilleur moyen, en tout cas, forcément, c'est une réponse d'ergonome, hein, donc du coup, il va falloir attendre à ce qu'on parle du travail. L'un des meilleurs moyens de mettre l'humain au centre des préoccupations, c'est finalement de s'occuper du travail. La question qui a été posée sur la question de la qualité de vie au travail, certes, il y a plein de choses qui se jouent, elle ne doit pour autant pas occulter la question de la qualité du travail. Et le travail, on peut le déplier, encore une fois, hein, dans sa dimension individuelle et collective, et forcément, on va percuter les questions de management, les questions d'hybridation et l'ensemble de cette dynamique. Sur la question de qu'est-ce qu'on peut faire en tant que manager, il me semble qu'il y a tout un champ de psychologie qui est très mal connu en France, qui est très bien connu aux États-Unis, mais très peu en France, trop mal. C'est ce qu'on appelle, en fait, ce qui s'appelle le courant des psychologies adlériennes. Et l'un des principes d'Adler et de ses traducteurs, en tout cas de ceux qui ont participé à la démocratisation de ces concepts, il part d'un constat tout bête, qui est que l'auto-engagement, je dis bien l'auto-engagement, est finalement l'énergie humaine la plus puissante. Et toute la théorie d'Adler, finalement, repose sur cette idée de comment favoriser les conditions du déploiement de cet auto-engagement. Et forcément, ça traverse les questions de l'hybridation, parce que si on est auto-engagé et donc du coup qu'on porte un certain nombre de responsabilités, la question du management de ces responsabilités, la question du management de cet auto-engagement déplace complètement la fonction du manager. Et peut-être que ça résonne d'ailleurs avec des perceptions parmi les plus jeunes d'entre nous qui refusent d'assumer la fonction de manager en sens, on va dire, plus ancien du terme, et que la question de l'aplatissement de la ligne hiérarchique, finalement, passe par cette question des responsabilités et de la prise en charge des responsabilités. Qu'est-ce qu'on attend d'une organisation, par exemple, dans une relation à un client, c'est que le service soit maintenu malgré l'absence d'un des acteurs du process. Et donc, la question de la redistribution des responsabilités, forcément, elle va passer par la question des capacités des différents interlocuteurs et des différents acteurs sur le processus, mais aussi, de manière collective, à comment les chaises vides, qui forcément, à un moment donné, seront vides, vont être occupées. Un point aussi que je voulais aborder qui me semble extrêmement important, c'est la question de la compétence, parce que Latifa et Audrey évoquaient le fait que la formation des managers en e-learning et ainsi de suite, pour acquérir des connaissances, c'est très bien, mais ce dont on a besoin, c'est de compétences. Et les compétences, elles s'acquièrent comment? Elles s'acquièrent par le biais de la mise en œuvre de l'action et d'un travail sur soi, de ses propres émotions, parce que il y a quelque chose qui finalement est latent à tout ça, c'est que nous sommes des individus subjectifs et que la question de la dynamique collective, elle se passe aussi dans l'interaction avec tout ce qu'on a comme tension pacifiée, certes, mais aussi tension encore vive. Et donc forcément, ces dimensions-là vont venir soit en renfort, soit au contraire en faiblesse de l'organisation collective. Donc, il y a un challenge, me semble-t-il, qui est en train de s'ouvrir devant nous, c'est de se reposer la question de quelles sont les missions et qu'est-ce qu'on attend finalement de la fonction du manager, sachant que on sait que, ça fait plus de 20 ans qu'on le sait, hein, que par exemple les cadres intermédiaires souffrent énormément de ces mises en tension, à la fois dans ce qui se joue au-dessus et dans les réalités qu'ils sont amenés à manager. Je pense qu'Audrey voudra réagir dans quelques instants. Juste avant, j'aimerais interpeller Nicolas qui n'a pas parlé depuis le début. Nicolas, dans les chiffres que nous avons vus et dans tout ce qui vient d'être dit depuis le début de ce webinaire, il y a une réalité qui m'apparaît, qui doit être confirmée par vos études, c'est que finalement le lieu de travail apparaît comme un régulateur du travail en général et de la dimension individuelle et collective. Vous confirmez ? Mais oui, le mot de régulateur, c'est vrai qu'on a tendance à dire depuis quelques mois moins de lieux de travail, moins de mètres carrés et mieux de mètres carrés. Alors bon, une fois qu'on l'a dit, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, et c'est exactement ce qui vient d'être soulevé par Léonard, c'est qu'une partie de l'interactionnel, on a bien vu les limites du distanciel, une partie doit être l'occasion de projeter de l'affect, de l'émotion, en tant qu'animaux sociaux que nous sommes. Et donc, le lieu de travail tel qu'on le conçoit au quotidien avec nos clients doit répondre justement à la notion de lieu. Et ça, c'est quelque chose d'important. Les géographes ont beaucoup défini ces mots-là. Un lieu de travail, ce n'est pas un espace de travail uniquement.
C'est-à-dire qu'il est l'espace de travail, c'est une matérialité. C'est un lieu de vie, c'est ce que vous voulez dire. Oui, le lieu de travail, on y ajoute une immatérialité qui est celle relative à l'identitaire, quoi. Et ce que demandent peut-être plus qu'avant aujourd'hui les salariés, c'est puisque je vais moins sur site, il faut que je m'y retrouve davantage. On a quand même, alors moi je suis historien de formation et je n'ai jamais vu dans l'histoire du travail des employeurs se questionner sur la manière avec laquelle ils pouvaient faire revenir les gens sur site. Or, voilà une question presque inédite, ou quasi inédite dans l'histoire du travail. Et donc, le lieu de travail apparaît comme un régulateur parce que il doit être le support de dynamique collective que l'on sait incomplète en l'absence de lieu. Et c'est pour ça que de plus en plus, on en a parlé un petit peu en fil rouge, le paradigme collectif s'impose, pas par un effet de mode, pas par un nouveau dogme de l'environnement de travail, mais tout simplement, et Léonard le disait, parce que si l'on s'intéresse au travail réel, on s'aperçoit que la valeur ajoutée de la présence sur site doit être celle de tout ce qu'il n'y a pas ailleurs. Autrement dit, tout l'humain. Et donc le lieu de travail apparaît comme un régulateur des dynamiques humaines, avec aussi cette notion de confort psychologique. Je sais que je peux me rendre sur mon lieu de travail, qui est à la fois un lieu ressource, mais aussi un lieu de cohésion dont j'ai besoin. Sinon, en contexte de travail nomade, on risque fort d'avoir non plus des nomades, mais des errants. Et ça, c'est à peu près ce qu'il peut y avoir de pire pour une organisation, d'avoir des salariés errants, n'ayant plus de centralité, n'ayant plus de cœur spatial vers lequel se tourner. Se retrouver sur le lieu de travail. Audrey, vous l'avez constaté, j'imagine, côté RH, les gens ont besoin de ça, ont besoin aussi de se retrouver en équipe, d'échanger, de partager. Alors, bien sûr, enfin, là, ce sont des évidences et je reprends pas ce qui vient d'être dit. Mais en revanche, il y a un point qu'on n'a pas évoqué, alors c'est peut-être le prisme RH, mais c'est vraiment la captation des signaux faibles. C'est-à-dire ? En fait, sur site, ça nous permet de ressentir ou de voir que quelqu'un va pas forcément très, très bien. Et à distance, ne le laissera pas apparaître ou ne le dira pas un tout petit peu. Et en fait, cette présence sur site physique, elle permet au manager, au RH de capter davantage cela. Et ça, c'est vraiment très important pour ensuite travailler sur des plans d'action pour faire que la vie au travail de la personne soit mieux. Mais par rapport à ce qui était dit précédemment, moi, je le résumerais aussi sur le terme, ou en tout cas, j'utiliserais le terme de sens au travail. Et on en a pas mal parlé. Finalement, quand on dit le plus important, c'est quand même le travail, oui, c'est sûr. Et c'est surtout le sens au travail. Et nous, au niveau RH, on a vu plein de salariés, enfin plein, relativisons, mais on a vu des salariés quitter nos entreprises, quitter le monde de l'entreprise même et disparaître du marché de l'emploi. Et ce qu'on a compris, c'est ça, c'est qu'en fait, ça ne faisait pas sens. C'est que pendant ces 2 années, on s'est questionné sur finalement, est-ce que c'est la vie que je veux? Est-ce que c'est comme ça que est-ce que ce travail, c'était le travail de mes rêves, etc. On a vu des salariés quitter leur job pour se reconvertir, quitter une région ou voire quitter le monde du travail. Et c'est très, très… Enfin, c'est un gros changement. Et voilà, donc l'entreprise, le monde de l'entreprise, nous, on doit reconstruire, reproposer autre chose. Et encore une fois, c'est une histoire de collectif. Et quand je vois Nathalie ou Véronique qui questionnent sur finalement le lieu, c'est le fait de travailler avec de la transversalité, en collectif, dynamique collective. Oui, c'est ce qu'on est tous en train d'essayer de recréer chez nous.
Oui, mais comme Nathalie le dit aussi, si revenir au bureau, c'est se retrouver seul devant son écran pour faire de la visio, c'est pas le but non plus, quoi. Ce qu'on a vu, c'est ça. Si c'est pour travailler seul, alors juste, on a d'autres moyens et on peut rester à la maison dans les entreprises qui ont signé des accords. Donc, le lieu de travail, là, il est davantage pour travailler en collaboration, en création, en idéation, etc. Maintenant, en effet, ça, c'est ce qu'on dit. Mais dans la réalité, il faut juste le faire. Et peut-être se dire, quand on est tous sur site, je vous propose de surtout ne pas rester derrière notre bureau et juste on se retrouve. Ouais. Alors, on était encore avec le Covid, certaines entreprises ont demandé les masques encore, etc. Bon, là, ça va mieux, mais peut-être ce sont des choses comme ça, des sortes des pratiques différentes à proposer en entreprise. C'est ça, et ça revient à l'intitulé de notre webinaire, finalement, l'espace de travail, un outil managérial, proposer autre chose pour que les salariés restent dans l'entreprise. J'ai vu, je donnerai la parole dans un instant à Latifa qui voulait réagir, je l'ai vu à son regard, mais juste avant aussi, Philippe Falconnier voulait réagir sur la notion de détresse psychologique. Peut-être avez-vous, maître, été confronté justement à ce type de problématique avec les 2 dernières années que nous avons vécues? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit sur ce point-là, parce que à nouveau, ça reste une des obligations de l'employeur d'assurer la sécurité psychologique des salariés. Oui, moi j'ai eu chez un client qui faisait avec des plateformes de téléopérateurs, ils se sont retrouvés à devoir équiper tout le monde en ordinateur portable et puis à devoir travailler de chez eux. La production dans le premier mois d'une grande partie d'eux s'est totalement effondrée. Et ils demandaient à revenir. Alors heureusement, certains ont pu revenir après en jauge ou en demi-jauge sur leur lieu de travail, parce que tout d'un coup, ils se sont retrouvés mais totalement désespérés d'être seuls devant un ordinateur. Travailler dans une équipe où il y a de l'émulation, de la motivation, le chef d'équipe qui est derrière, qui passe, qui vient donner des conseils, et se retrouver tout seul devant un ordinateur portable dans sa cuisine, ça change énormément. Et là où je suis d'accord avec Audrey sur sur une certaine évolution de ce temps du travail, c'est qu'il va falloir en effet changer des règles sur l'obligation, sur la responsabilité, sur l'obligation de résultat de l'employeur sur la santé des salariés. À partir du moment où le télétravail est volontaire et demandé par beaucoup de salariés, cette responsabilité partagée, évoquée, va devoir s'imposer, en tout cas, va être changée dans les textes. On ne peut plus rester sur cette obligation moi, je suis avocat d'entreprise et je dis toujours à mes clients, vous êtes le papa de vos salariés parce que vous devez tout vérifier. S'ils travaillent trop, il faut leur dire, il faut les empêcher, il faut les pousser à prendre des vacances. Alors, quand on l'a sous la main, c'est facile. Quand on est en télétravail, comment s'assurer du respect de la charge de travail, de la durée? On voit dans les études de la DARESFET que la journée de travail s'allonge en télétravail. Donc, il va falloir s'assurer de tous ces points-là, savoir si le salarié est bien chez lui, s'il a un beau bureau, s'il est en mesure de travailler, et permettre éventuellement d'ailleurs à l'entreprise d'imposer aux salariés d'avoir le bureau qu'on va lui donner. C'est une intrusion de la vie privée. Est-ce qu'on, dans son salon, on va lui mettre un bureau qui ne lui plaît pas, un fauteuil qui ne lui plaît pas, mais qui est celui choisi par l'entreprise pour qu'il puisse faire du télétravail, et sinon on refusera, parce que si on reste dans cette règle-là, le salarié qui travaille sur un tabouret mal assis, il ira dire c'est l'employeur qui est responsable. Donc il va falloir une vraie évolution là-dessus. Une vraie évolution qu'on va pouvoir évoquer avec Latifa, justement, qui voulait réagir à ce qui a été dit précédemment. Et on revient encore une fois à notre intitulé, Latifa, l'espace de travail, un outil managérial, on l'a bien compris, ça se joue là. Oui, on revient au bureau, comme l'a souligné Audrey. Enfin, il faut que l'espace de travail, le travail, pardon, ait du sens. C'est une évidence et il y a eu tellement de démissions là ces derniers mois parce que le job ne donnait plus sens aux collaborateurs. La deuxième chose, c'est vivre une expérience.
vivre une expérience. On vient au bureau pour vivre une expérience. Et puis, bien évidemment, l'interactivité, elle est hyper importante. On est isolé chez soi. Et puis, quand on revient, on a envie d'être dans l'interaction et d'apprendre au travers des autres. Et puis aussi de transmettre. Je voulais aussi répondre à Johan, parce que je vois le temps tourner. Oui. Il y a le temps qui tourne. Vous avez raison, Latifa, effectivement. Je vous invite, Nicolas, Audrey, Léonard, Philippe, à regarder sur la partie de chat s'il y a une question qui vous interpelle à laquelle vous pouvez et vous voulez répondre à Latifa. Oui, je voulais répondre à la question de Johan, mais j'espère pouvoir répondre aussi derrière à toutes les questions qui sont arrivées. Comment motiver la direction générale d'investir sur les services aux salariés? Moi, c'est une problématique que j'ai dans mon groupe Ipsen. Clairement, et Nicolas a dit une phrase formidable, c'est la surface. Il faut que l'espace, c'est peut-être, alors je ne sais plus comment tu l'as exprimé tout à l'heure, Nicolas, mais c'est des surfaces en mieux. Moins de mètres carrés, mieux de mètres carrés. Oui. Merci, moins de mètres carrés, mais des mètres carrés en mieux. Donc aujourd'hui, c'est plutôt ça, on est dans une réflexion d'optimisation, mais je réduis mon empreinte, je réduis mes coûts, mais ces coûts, alors bien évidemment, c'est des millions, parce que ça dépend des mètres carrés qu'on a, mais en général, le coût du mètre carré coûte plus cher que le service, et c'est investir aussi sur les services. Et donc, on sait très, très bien qu'aujourd'hui, les services, c'est ce qui attire et c'est ce qui fidélise et c'est ce qui fait aussi la différence entre deux entreprises concurrentes. Donc, j'espère avoir répondu à Johan. D'autres questions que vous voyez dans le chat de Véronique qui parle, on l'a déjà évoqué, la responsabilité partagée un peu plus tôt. Si vous voulez réagir, Audrey, Léonard, Nicolas, n'hésitez pas, faites-moi signe. Il y a la question de Patrice aussi. Il y a Bertrand qui abondait dans le sens de Latifa il y a quelques instants. Effectivement, diversité, qualité des services aux collaborateurs, confort, convivialité, accueil sur site. Tout ça, c'est les environnements de travail. Latifa, ça vous concerne au premier chef. Qui voudrait répondre à une question? Il nous reste encore 4 minutes. Léonard est là. Oui, allez, Léonard, juste un mot pour parler de la question de l'environnement du travail spécifiquement, encore une fois du point de vue des ergonomes. Un point important sur la question de la cohérence et pour prolonger la réflexion de Nicolas sur moins de mètres carrés mais des mètres carrés en mieux, il y a quelque chose sur lequel on n'a pas été très bon ces 10-15 dernières années lors de la conception des environnements de travail. C'est typiquement la question de la mise en adéquation organisationnelle et spatiale. Je vais prendre un exemple très concret. Un open space de 40 personnes, potentiellement, il peut être extrêmement favorable à la concentration à partir du moment où tous les acteurs qui utilisent cet espace sont dans la même dynamique. Par contre, vous mettez une seule personne qui va passer sa journée au téléphone et l'open space devient un enfer. Donc, la question de comment on maille en fait les usages avec la destination du lieu, forcément, va participer au mieux en l'occurrence. On est à 3 minutes de la fin de ce webinaire déjà. Vous avez vu, ça passe vite. Il y aura encore beaucoup de choses à dire. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur les questions et à y réagir dans votre conclusion, chacun et chacune. Je vais vous donner effectivement la parole, à commencer par vous, Audrey. Comment on pourrait conclure ce webinaire qui est passé trop vite? L'espace de travail, un outil managérial. Moi, je reprendrai quelques éléments que j'évoquais tout à l'heure. On a la chance d'être au cœur de cette évolution et de cette transformation. Et on a la chance d'avoir des collectifs pour travailler ensemble. Donc, je trouve que c'est juste… voilà. J'ai pas grand-chose à rajouter, mais c'est juste passionnant en fait. Oui. En fait, j'ai l'impression que côté RH, côté manager, côté environnement de travail, vous avez tous maintenant de nouvelles responsabilités finalement et que c'est ça qui fait que le job devient passionnant parce qu'il se renouvelle. Latifa, merci Audrey. Latifa, quelques mots pour conclure ce webinaire. Je vais essayer d'être courte pour laisser la parole aux autres et rester dans le timing. Juste dire que l'espace de travail, bien évidemment, c'est bien un outil managérial, mais c'est surtout il est surtout au service de la marque employeur. Merci Latifa. Nicolas, quelques mots?
Oui, alors en conclusion, moi je trouve que la période elle est intéressante dans le sens où les managers de proximité sont sous contrainte. C'est une évidence. N'empêche que nous on le voit sur le terrain, le fait d'être dans cette situation hybride amène aussi à se poser des questions de bon sens qu'on avait peut-être un petit peu perdu de vue. Comment puis-je enrichir l'expérience humaine quand je suis avec mes collaborateurs sur site? Comment je peux repenser les moments de réunion pour qu'ils aient vraiment une valeur ajoutée avec le présentiel? Tout ça fait que nous, on travaille avec de plus en plus de managers de proximité sur de la conduite du changement et de la transformation en lien avec l'espace, qui nous amène à se dire l'espace était une ressource encore insoupçonnée ou en tout cas mal considérée avant cette crise, et on s'aperçoit aujourd'hui de toute la valeur ajoutée humaine que l'espace peut produire. Et c'est en ce sens-là que nous, on est amené à concevoir des environnements de travail, et encore une fois avec la plus fine contextualisation qui soit, pour éviter de faire fausse route et de ne pas offrir la ressource que les gens attendent. Merci Nicolas. Léonard, quelques mots? Oui, moi je vais reprendre les mots de Latifa en fait, si elle me permet pour conclure. L'invitation nous est faite de co-construire ensemble à la fois le cadre, à la fois le lieu et l'idée de revenir sur la question de porter tout cela sur les questions du travail qui forcément pose la question du sens de travail de manière structurelle, on est bien d'accord. C'est un challenge qui est extrêmement motivant dans la mesure où tous les enjeux s'imposent à nous maintenant. Merci Léonard. Philippe Falconier, quelques mots de conclusion. Oui, c'est-à-dire, dans l'hybridation, il y a le travail au bureau, on en parle, il y a donc le travail à domicile. On connaît assez bien les règles au droit du travail au bureau, on fait ça depuis des années. Et puis l'augmentation du télétravail va nous amener justement à des sujets très différents, avec peut-être une intrusion dans la vie privée, avec un amoindrissement de la vie privée, puisque ça va devenir une sorte d'escroissance du bureau. Et donc, je pense avoir dans les années à venir des sujets très intéressants sur ces questions-là. Merci beaucoup Philippe, merci à tous les 5 d'avoir participé à ce webinaire. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vois de nombreux messages sympathiques. J'ai d'ailleurs envie de conclure ce webinaire avec les mots de Georges qui nous dit « Tout l'enjeu, c'est bien l'humain, le collectif, repenser et enrichir les espaces de travail ». C'est une belle conclusion. Merci Georges. Vous allez retrouver ce webinaire en replay. Si vous êtes arrivé en cours de route, vous pourrez revoir ce webinaire sur les sites de l'ARSEG, arseg.asso.fr, sur le site de la NDRH, ndrh.fr et sur celui de sinov-ergonomie.fr. Merci de nous avoir suivis. Le meilleur est à venir. On vous le souhaite en tout cas. À bientôt.